premier mariage, c'est la formation et les expériences vécues. Il faut se persuader que de tout temps, ce qui a été vecteur de formation, c'est ce qu'on peut appeler l'activité, mais je vais y revenir, adaptative d'un être dans son environnement. C'est-à-dire la confrontation quotidienne d'un individu aux événements. Toute situation nouvelle ou tout problème à résoudre est pour tout un chacun source d'apprentissage. Et ça veut dire qu'on peut développer l'auto-formation, on doit penser son expérience, on doit devenir un praticien réflexif, donc ça réfère aux théories de l'action, ça réfère à des auteurs comme Nesirov ou Bouchon. Donc c'est valoriser la prise en compte des acquis d'expérience et leur reconnaissance à la fois par l'individu lui-même et par les autres. Vous posez la question de comment se construisent les compétences au quotidien. Bon, je pense qu'on en a déjà un certain nombre de compétences incorporées. Alors qu'on les appelle chaînes, comme le fait Vergniaud, la position debout du bébé qui s'acquiert, par exemple, à la chaîne, ce qu'on appelle habitus au bon Dieu, c'est-à-dire que tous ces modes d'organisation de la pensée, le mode de perception de pensée, d'action, tout ça qu'on acquiert sans s'en rendre compte et qu'on a intériorisé. Regardez Le goût des autres, vous savez, le film Le goût des autres, qui est repassé à la télé il n'y a pas longtemps. C'est vraiment une démonstration de l'habitus. Quand je faisais des cours, je passais des fois avec vous du goût des autres. Alors, entre l'industriel autodidacte et puis sa théâtreuse. Ah, quelle rencontre! Oui, la prof d'anglais. Donc, ça, c'est incroyable. Entre le goût de la femme pour son décoration intérieure, sa belle-sœur, et à partir de. Et donc, à partir du moment d'ailleurs, c'est la clé du film, où les gens communiquent et acceptent la différence de l'autre, et là, ça veut dire que ça va mieux. Mais tout ça, c'est incorporé, donc dans Marius et Jeannette, vous savez, quand elle est invitée au resto, donc elle dit, mais qu'est-ce que c'est tout ce qui est devant moi? D'habitude, moi qui étais serveuse, j'avais plutôt une fourchette, qu'est-ce que c'est? Marius, qui est beaucoup plus acculturé, il explique tout, il y a plutôt poisson. Après, on lui donne une carte sans prix, si vous en souvenez, si vous avez vu le film. Il dit, mais moi, d'habitude, dans ma vie, j'aime bien regarder les films. Et commande, alors, ce que tu veux, c'est pour ça que c'est fait. Mais l'andouille, elle commande ce que l'autre y commande. Bon, c'est dommage, elle avait une liberté. Donc, dans ce domaine-là, vous avez des habitus. Vous avez les savoirs pratiques de Magdeleine. Tout ce qui fait qu'on est merveilleux quelque part. Vous savez, vous êtes merveilleux quelque part. Il y a des choses qu'on sait faire. On croit que c'est facile, que c'est habituel. Ben non, c'est quelque chose qui profondément est merveilleux parce qu'il y a plus et quelques autres qui savent le faire. Alors on retrouve toute la tradition des galeries d'art ancien. On peut prendre un exemple ancien, des sommeliers, puisque on partage avec certains le bon vin. On peut trouver des choses professionnelles comme le nez dans l'industrie du parfum. Et puis aussi, alors, ce qu'on peut trouver aussi, c'est des choses surprenantes. J'ai fait un cours un jour dans un amphi, qui était l'amphi Lariboisière. Il y avait des étudiants qui avaient acquis la possibilité de fixer des avions en papier au plafond. Voilà, ça va pratique. Moi, j'ai essayé, j'étais pourtant sur l'estrade. On va m'expliquer s'il y a une question d'aérodynamique, de tout. J'ai jamais réussi. Mais eux, ils savaient. Donc, il y avait toute une série de constellations au plafond. Donc, c'est savoir pratique. Donc, tout ça, c'est des compétences incorporées, inconscientes, qui nous aident à vivre. Heureusement qu'on les a. Et puis, un jour, qu'est-ce qui se passe? Ben, la réalité résiste. Il y a des problèmes nouveaux qu'on veut régler. Et puis, les automatismes acquis, ça ne nous permet pas de les résoudre. Donc, souvent, l'apprentissage, et moi, je travaillais beaucoup avec les étudiants quand je leur faisais faire le portefeuille de compétences sur les ruptures. C'est le moment où ce que l'on mettait en œuvre habituellement ne marche pas. Ça, c'est la première source d'apprentissage, la première source de construction. La réalité résiste. Donc, il faut que tu apprennes des choses nouvelles. Parce que tu as envie, tu es motivé pour que ça, on va faire quelque chose. Quand tu es motivé, tu peux apprendre. Des ruptures ou des crises, c'est-à-dire des changements. La naissance d'un enfant dans un couple. Vous allez voir ce que c'est source pour votre soeur d'apprentissage.
Ça change beaucoup. Donc, non seulement c'est pas acquérir le savoir-faire de base, non. C'est aussi toute une série par rapport aux relations sociales, la manière de vivre ensemble, à l'organisation de nos types. Voilà, une source d'apprentissage. Qu'est-ce qu'on peut apprendre? À l'occasion de rencontres partantes, quel qu'en soit la nature, ça peut être un livre, ça peut être quelqu'un, voilà, des rencontres. L'imprégnation progressive au travers de l'action. Il y a au fur et à mesure qui vient en œuvre, on acquiert une compétence, et là surtout à l'eau, ça bascule. Et puis aussi l'accompagnement contrôlé par soi, c'est l'auto-formation, ou par d'autres, qui nous accompagnent, dans un tuteur qui accompagne quelqu'un dans l'entreprise. Alors le problème de ces savoirs aussi incorporés, c'est que tant que l'individu ne les a pas formalisés, ils ne sont pas transmissibles, ipso facto. C'est pourquoi un bon professionnel n'est pas forcément un bon tuteur. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que tu sais faire que tu vas pouvoir transmettre. Donc un tuteur il faut faire comme ça, etc. Il faut, pour pouvoir transmettre, avoir pris le temps soi-même de formaliser son expérience. L'expérience ne vaut rien tant qu'elle n'a pas été formalisée. Donc, si je résume, on dit que les premières sciences, c'est toute la vie quotidienne qui est source d'apprentissage et qu'il faut travailler beaucoup sur ses vécus et que tout projet formatif qui donne une place au vécu des gens est important. Alors aujourd'hui, je pense qu'on reconnaît à côté de l'éducation formelle, l'éducation informelle. Les acquis buissonniers, pour reprendre un terme que j'aime bien, on voit de citer, et la reconnaissance et la validation des acquis de l'expérience chers à notre cœur est quelque chose qui devient une voie depuis la loi de loi de qualification à part entière, au même titre que d'autres. J'avais même vu une image un jour de la formation comme umami, ça j'avais vu à Strasbourg, un restaurant qui développait qu'il y avait un goût nouveau chez les Japonais, qui n'étaient pas les 4 goûts fondamentaux, et que c'était un goût nouveau. Moi je considère vraiment que la reconnaissance, la démarche de reconnaissance des acquis est un mode de formation particulier à part entière, qui n'est pas soumis tout à fait au même règle que les autres, qui a un goût nouveau au même titre que l'umami. Deuxième mariage, formation, métier, développement des compétences. Alors ça, c'est un autre registre d'expérience. Vous savez que dans une économie de subsistance, dans les individus, il y avait des rythmes, des gestes techniques, qui étaient progressivement formés, fixés, qui circulent de génération en génération dans les groupes et les sociétés auxquelles ils sont étroitement liés. Donc on peut dire quelque part que Raon, pour ceux qui connaissent, était un des grands formateurs d'origine préhistorique, qui n'est pas mort de filiation permanente comme le tourneau de qu'est-ce qu'il faut dire. Il y a encore dans les groupes et des formations et des gens qui transmettent. Donc, pour être plus sérieux et remontant selon la légende du roi Salomon, vous avez le compagnonnage. Ça oui, c'est l'acquisition par une progression normée de gestes professionnels sous l'égide d'un maître compagnon. Et puis, ce n'est pas seulement la transmission de gestes professionnels, c'est toute une culture de l'ouvrage bien fait, de la fraternité. C'est quelque chose qui est un cheminement individuel. L'apprenti devient compagnon, puis compagnon fini, puis devient formateur pour les autres. On est dans une famille quasiment, et cette tradition reste encore vivante, puisque le compagnonnage continue à exister. Et donc, on peut considérer que la tradition du métier, c'est tout de même une sacrée valorisation de l'expérience, contrairement au modèle que vous parliez tout à l'heure. C'est vraiment quelque chose qu'on fait complètement, dont on est maître, et qui va bien au-delà des gestes professionnels. C'est un peu aussi dans cette tradition qu'on va citer le développement des compétences, notamment avec des auteurs comme Zarifian, qui devient un concept très valorisé aujourd'hui. Donc ce concept des compétences, des capacités à faire, qui substitue au concept de la qualification. On trouvait que la qualification, qui est une conquête sociale héritée de la Seconde Guerre mondiale, est quelque chose qu'on trouvait un peu rigide.
Pour prendre un exemple, par exemple, même moi encore, comme maître de conf, quoi que je fasse, j'étais sûr de passer à l'échelon suivant ou de l'ancienneté dans un truc complètement rigide. À la limite, je disais, mais pourquoi tu te fatigues? De toute façon, tu passes à l'échelon supérieur. Donc, je n'étais pas parfois très motivé. Et si j'étais motivé, parce que ça m'intéressait ce que je faisais. Mais dans ce domaine-là, si vous voulez, vous étiez dans quelque chose d'assez rigide et démobilisant. Donc, on a dit, mais il faut trouver autre chose. Il faut rendre compte de cet investissement individuel. Et je crois que la compétence, c'est quelque chose qui introduit de la flexibilité. Et en même temps, cette flexibilité n'est pas que bonne. C'est-à-dire que dans la gestion des ressources humaines, le tout compétence n'est pas non plus tenable. Il y a quelques entreprises, même des grandes, je pense aux caisses de sécurité sociale du CAMS, qui avaient vraiment essayé de faire un accord collectif de travail basé quasiment sur la seule appréciation des compétences, en mettant en cause toutes les situations antérieures. Ça n'a pas fonctionné parce que qui apprécie, alors le hiérarchique N plus 1 d'accord, mais enfin bon, qui apprécie les compétences de chacun, c'est quelque chose d'un peu flou, donc c'est pas facile. Et ils sont vite revenus à un système qui maintenant, d'ailleurs, le système qui prévaut, un système mixte, où tu as un minimum de garantie d'avancement, un peu normé, et puis des avancements qui peuvent être liés à ton activité. La convention collective des organismes de formation, pour parler de choses qui vous concernent, de 1988, a évolué progressivement dans quelque chose qui est préféré plutôt au modèle des qualifications à quelque chose aujourd'hui qui tient compte des éléments individuels et qui tient compte aussi des tâches qu'on fait réellement. Ça veut dire aussi quelque part que si tu as moins de tâches, tu peux avoir moins de salaire. Donc tu n'es plus dans une sorte de quête où tu avais un avancement permanent. Donc la compétence, c'est quelque chose qui s'est beaucoup développé. Donc il y a des gens comme le Motter qui ont présenté des synthèses brillantes sur ça, en disant la compétence, c'est pas seulement savoir agir, c'est pouvoir agir et vouloir agir. C'est important d'agir, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'être compétent, il faut aussi pouvoir agir, parce que l'environnement permet, et vouloir agir parce que tu es motivé pour le faire. Et puis aujourd'hui, on parle aussi beaucoup de compétences sociales et de résolution de problèmes qui sont tout à fait importantes à côté des compétences de type traditionnel, pointues, techniques, et qui font partie aujourd'hui des métiers. Alors là, vous pouvez vous référer aux travaux du CEREC, aux travaux de l'Agence nationale des conditions de travail, l'amélioration des conditions de travail, pour ceux qui développent beaucoup ça. Et puis le fin du fin, c'est passé à l'organisation qualifiante du travail, c'est-à-dire une organisation qui essaie de qualifier ses membres. Et puis on peut même aller jusqu'à l'organisation apprenante, c'est-à-dire une organisation qui non seulement qualifie ses membres, mais est capable de se modifier en fonction des caractéristiques de ses membres. Et puis alors le fin du fin, l'apothéose aujourd'hui, c'est le management des connaissances. Voilà, axe, mettre en réseau les hommes et les savoirs pour créer de la valeur. C'est-à-dire toute une méthodologie qui essaye de se situer dans ça. Donc vous êtes dans quelque chose qui aujourd'hui se développe et qui est dans la lignée de cette valorisation de l'expérience.